Nous sommes le jeudi 28 mai 2020, il est 11h et nous vous saluons toutes et tous, vous qui nous écoutez sur Canal FM, la nouvelle génération, vous également qui nous écoutez sur les antennes de nos amis partenaires, Radio Lumière à Neho, Radio Centrale FM qui émet depuis Sokodé, le doyen de nos partenaires Radio Daoul en pays Bassar et Konkomba, Radio Sama FM qui émet depuis Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapan. Je puis vous annoncer que les tractations sont en train d'être menées et si Dieu le veut, Dieu le voudra, nous allons ajouter une nouvelle radio partenaire à notre liste incessamment. À vous aussi de la diaspora qui nous écoutez sur les radios numériques, Ebene Radio, Radio Gameli ou encore sur l'application Canal FM ou encore sur la chaîne YouTube. Bonjour à vous. Nous saluons particulièrement un ami, notre cher ami Agban Kofi Oboubé qui nous écoute depuis Lebé. Lebé, c'est l'un des villages de la préfecture de Zio à la sortie nord-est de Lomé. Cher ami Agban Kofi Oboubé, vous êtes salué par nous. À la technique d'Atevi Thomas, Michel Tomega, Victor Goué bien sûr, et Géraud Dakoucha pour la version numérique. Magloire Teko-Kenvi de la rédaction Flambeau des démocrates, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères autour de la table. Bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la 93.5 MHz. Particulièrement vos parents paternels à Klakou et vos oncles maternels à Kouma. Bien évidemment, je n'oublie pas mes oncles à Kouma et tout le canton de Kouma d'ailleurs, sans oublier mes oncles paternels également du côté d'Aklakou dans la préfecture de Lac. Ambroise Yaokonjo, bonjour. Oui, Sass, bonjour. Bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM. Bonjour à la diaspora qui nous écoute également et surtout nos amis policiers et gendarmes qui sont sur le terrain. Merci pour la salutation, d'autant plus que nous allons parler encore aujourd'hui de nos amis, les policiers, les gendarmes et les militaires. Et vous nous direz si nos amis en uniforme, s'ils sont auteurs de bravoure ou de bavure. Au vu de l'émission, chacun se fera son opinion. Notre ami Michel Tchadja ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Il a un petit souci de santé. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la Covid-19. Michel Tchadja n'a pas le coronavirus. Un petit ennui de santé. Espérons qu'il nous rejoindra avec son style particulier. Lui qui traduit directement le cabier en français sans transition. Et nous attendons le troisième confrère quand même, et l'homme à Tichobé. S'il est à l'écoute, il accuse déjà du retard sur cette émission. Eh bien, hier, je vous annonçais que nos lignes fixes ont quelques difficultés. Eh bien, nous vous offrons deux numéros Togocel sur lesquels vous allez nous appeler à partir de 12h. C'est le 90 77 98 18 90 77 98 18 ou encore le 93 03 86 96 93 03 86 96. C'est parti. Mais je voudrais, Ambroise et Magloire, saluer deux confrères ressuscités. Ils n'étaient pas morts. Enfin, l'un était mort physiquement. Il s'agit de Dominique Alizou, qui a été arraché à notre affection. Mais Dominique est surtout connu comme journaliste, directeur de publication de Chronique de la semaine. J'avais une petite peur et quelle ne fut grande ma joie ce matin quand on m'a apporté le journal Chronique de la semaine, ce journal qui est paru aujourd'hui, et la rédaction de ce journal qui titre en éditorial « Les raisons de reprendre ». Et nos confrères écrivent « Reprendre Chronique de la semaine est un devoir pour honorer la mémoire de Dominique Alizou, également un devoir de défendre ses idées, un devoir d'informer les Togolais et d'apporter un autre regard sur les grandes questions de développement socio-économique, culturel, politique de notre pays, le Togo, dans la paix et la justice sociale. C'est aussi ça la démocratie. Magloire, voilà comment, grâce à nos amis de la rédaction de Chronique de la semaine, ce journal va survivre
à notre ami Dominique Alizou. Oui, vous savez, il y a un grand maître à penser qui a su bien le dire, que lorsqu'un homme naît, il est assez déjà vieux pour mourir, et un autre de renchérir, que l'essentiel pour un homme, c'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Voyez-vous, il y a deux mois de cela, nous avons perdu notre cher confrère Dominique Alizou. On a vraiment eu peur pour la rédaction parce qu'on se disait, connaissant les conditions dans lesquelles la presse togolaise évolue surtout, et lorsque la tête qui est le directeur de publication n'est plus, on a des cas qui sont légion, c'est toujours difficile pour l'équipe restée derrière de reprendre. Mais je tire chapeau à la rédaction du journal Chronique de la Semaine qui, après avoir passé le deuil 2 mois après, a décidé de reprendre parce qu'au-delà de tout, c'est un sacerdoce. Et il faut servir l'information à la population ou du moins aux lecteurs qui sont restés fidèles, n'est-ce pas, au journal. Et au-delà de tout, j'estime, au-delà de leur courage, de leur abnégation, je me dis, c'est la meilleure manière de rendre hommage à ce grand homme-là qui a fait ce qu'il pouvait faire et c'est leur moment de continuer à pérenniser sa pensée. Merci. Reprendre Chronique de la Semaine pour honorer la mémoire de Dominique Alizou. Partager également les points de vue de ce journal. C'est ça la démocratie. Dominique est mort le 27 mars et 2 mois, 1 jour après, son journal paraît. Souhaitons bon retour, bonne résurrection à ce journal. Autre journal, Ambroise Yaouk Monjo, c'est notre confrère L'Alternative qui a écopé d'une sanction de 2 mois de la part de la HAC. La sanction est terminée et l'Alternative est dans les kiosques depuis le mardi dernier. L'Alternative qui a rejoint Liberté avec l'espoir que incessamment Fraternité aussi va purger sa sanction et va venir enrichir le cercle de la presse togolaise. Oui, effectivement, vivement que Fraternité rejoigne les autres qui ont repris du travail et avec abnégation et avec force. Quand vous voyez les titres ou la une du journal Alternative, vous comprendrez que les gens se sont réchauffés, on les a casés, mais on leur a plutôt fait du bien parce qu'ils vont revenir avec des tas de dossiers, j'en suis certain, connaissant bien Ferdinand. Et je dis que c'est malheureux que l'on en soit arrivé là, parce que il s'agit d'un ambassadeur, il s'agit de l'ancienne métropole, il s'agit des intérêts français qu'on se serait égratigné et qui aurait amené la HAC à suspendre ces médias. Je crois fondamentalement que la HAC n'est pas forcément là pour détruire la presse. Mais par contre, elle est là pour promouvoir la liberté de la presse. Et je convie vivement les grands frères qui sont à la HAC d'aller dans ce sens, et surtout le président. Parce que nous, on a eu à relever des choses. Il y a des efforts qui sont faits au niveau de la HAC. Il y a aussi des choses à améliorer, surtout dans certains secteurs, les vidéoclubs, les chaînes de télévision qui sont là à produire à faire des productions homosexuelles, surtout au niveau des dessins animés, et les enfants ne se rendent pas rapidement compte. Il y a des films qui sont violents, il y a des gens, des tradithérapeutes. Vous invitez je vais chuter. Il y a des tradithérapeutes qui vendent l'illusion, quoi. Ils vendent le miracle comme c'est eux-mêmes, ils sont Dieu. Il faudrait que la HAC veille aussi à ça. Donc je crois que merci pour le retour de l'Alternative et de Liberté. Et je crois vivement que le journal de mon ami aussi, mon autre ami Joël Lega, va revenir très bientôt dans les kiosques. Merci. La HAC qui ne compte que des confrères journalistes auront compris votre message. Mais nous sommes vraiment heureux d'accueillir de nouveau les confrères Liberté, l'Alternative, incessamment Fraternité. Nous sommes encore très heureux de voir reparaître Chronique de la Semaine. Nous souhaitons vraiment du courage à l'équipe de la rédaction et que ce journal survive à jamais à la mémoire de notre ami Dominique et Sodina Alizou. Une tradition que nous honorons, c'est la pensée du jour. Et ce matin, nous visitons le vieux sage, le Dalai Lama, qui a écrit « Donnez aux personnes que vous aimez des ailes pour voler,
des raisons pour revenir et des racines pour rester. Ça me paraît vraiment très beau. Donnez aux personnes que vous aimez des ailes pour voler, des raisons pour revenir et des racines pour rester. Nous enchaînons avec ce vu et constaté. Vous vous rappelez, dans le club de la presse du mardi 19 mai dernier, nous vous faisions cas des affrontements violents sur problème de terrain entre les communautés Konkomba et Lamba dans les localités Natchiki, Kinasiu et Natchibore. Ces affrontements qui avaient fait des violences, disons d'aucuns disent même 2 morts, des blessés, des habitations saccagées, des bétails détruits, même des cultures vraiment détruites. Et nous sommes les victimes et déplacés de ces affrontements ont bénéficié hier de l'assistance de l'État togolais, l'Agence nationale de la protection civile, avec le partenariat des ministères des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que la Croix-Rouge. Eh bien, ces bonnes volontés sont allées remettre des kits de vivres, de non-vivres, des dispositifs de lavage de mains et même des cache-nez aux victimes et aux déplacés de ces violences-là. Les dons ont été remis aux victimes et aux déplacés par le directeur général de l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, qui avait à ses côtés les préfets de Dangpen, de la Kera et de Doufelgou. Il y avait également une forte délégation des cadres de la préfecture de Dangpen. Magloire, nous sommes heureux que le calme revienne dans la localité, la convivialité revienne. Un contact, nous apprenons ce matin que les gens sont revenus dans leur domicile à 99,99%. Eh bien, nous prenons acte et nous souhaitons vraiment que la convivialité, la paix demeure dans ces communautés et que les problèmes soient réglés selon la loi et selon le vivre ensemble. Oui, bien évidemment, vous avez bien choisi le mot, le vivre ensemble, parce que c'est le plus important aujourd'hui. Comme moi, j'aime le dire très souvent, et le Togo reste notre seul patrimoine commun. Et il n'y a pas de raison en réalité que nous, les Togos, on puisse pas s'entendre entre nous. Ce n'est pas non plus un secret que le problème foncier, il devient répétitif au Togo et majoritairement dans des communautés comme cela, quand il y a affrontement et tout, quand il y a violence, c'est à 80-90% lié au foncier. Et donc c'est un problème qui est patent depuis un moment. Aujourd'hui, c'est le tour de nos amis du Grand Nord. Il y a eu affrontement, comme vous l'avez dit, mais on se réjouit finalement que le calme est revenu. L'autorité en place, à travers les autorités, en tout cas du service décentralisé de l'État qui est dans la zone, ont pu jouer leur rôle convenablement. C'est d'ailleurs leur mission, parce qu'il revient, n'est-ce pas, à l'autorité de veiller à asseoir la quiétude, la paix sociale dans tout le pays. Et c'est également une bonne chose qu'on puisse assister de façon, en tout cas, apporter l'assistance socio-psychologique, n'est-ce pas, aux victimes en leur partageant des masques, des gels hydroalcooliques, en les sensibilisant surtout sur les gestes barrières et tout. C'est une très bonne chose vu le contexte actuel. Même, je crois qu'au-delà de tout, c'est de faire en sorte que les mêmes causes ne produisent plus les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'aller calmer les gens, faire revenir les gens à la maison, leur distribuer les bavettes et tout, c'est une très bonne chose. Mais essayer de crever une fois pour de bon l'abcès pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement, essayer de faire asseoir les gens, les différents protagonistes autour d'une table de discussion et discuter vraiment du fond du problème pour qu'on puisse s'en sortir une fois pour de bon et entamer véritablement le chantier du développement et du bien-être social. Merci. Également, il faut ajouter qu'en amont, le gouvernement a envoyé 2 ministres dans la région. Le ministre Gbegbeni, qui est Konkomba, le ministre de l'eau, qui allait parler à ses compatriotes, à son frère. Le ministre Bataka, qui est également dépêché. Nous, maintenant, on constate que le travail le retour au calme s'opère de plus en plus. Nous en sommes heureux et nous souhaitons que la paix règne dans la localité. Les problèmes, on en aura toujours,
mais que ces problèmes-là soient réglés selon la loi et selon nos traditions. Maintenant, nous ouvrons la page de la Covid-19, mais avant cela, Ambroise, nous avons une amie commune, elle s'appelle Aélé, nous la saluons de temps en temps. Depuis un mois, elle n'est plus allée au bureau, elle avait tellement peur. Et puis ce matin, nous apprenons que notre amie, elle a bravé la peur, elle a traversé la ville depuis Glencomen jusque dans la zone portuaire en face de l'hôtel Sarakawa. Elle est à son bureau. Je pense que nous devons saluer le courage de Aélé qui a vaincu la peur du coronavirus et qui se trouve actuellement au bureau. Et j'espère qu'elle nous suit. Oui, malheureusement, je ne connais pas la fameuse Aélé. Mais je la connais pour vous. Ah, ok. C'est tant mieux. Je crois que la peur détruit l'homme. Il faut élaguer la peur pour pouvoir vivre positivement. Parce que le premier mal de l'homme, c'est la peur. Si vous avez peur, ce dont vous avez peur vous atteint avant même que la peur même n'arrive. C'est dire qu'elle a bien fait de braver la peur pour aller à son boulot. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir peur si on sait déjà qu'il y a des mesures barrières. Quand vous avez à votre disposition des éléments qui puissent vous protéger, se laver régulièrement les mains, porter des cache-nez depuis du moment où on quitte la maison, on a déjà les bavettes ou les cache-nez, et ensuite éviter de saluer les gens. Quand vous voulez parler, il ne faut même pas mettre les cache-nez au niveau des mentons. Il faut que vous soyez bien couvert avant de parler. Si Aélé observe cela, je crois qu'elle n'a même pas besoin d'avoir peur. J'ai souvent dit à ma fille que la nuit, quand tu vois les films, même dans les dessins animés qui sont un peu ésotériques ou des films qui sont violents, c'est le subconscient qui ramène ça souvent dans les rêves. Il faut faire en sorte de créer un vide dans ton cerveau, dans ta tête et de dormir. Donc, c'est dire que Aélé a compris que la peur ne va pas l'arranger. Si la peur l'attaque, elle va perdre son boulot parce qu'elle ne va plus aller au boulot. Il y a pire, je connais une autre dame et un autre monsieur. Le monsieur est dans Aïdogome, la dame est à Goé. Depuis le jour que ce Covid-19 est arrivé en mars, le monsieur, lui, ne sort plus. Même dans la cour, il a peur de tout le monde dans la cour. Je l'ai dit, mais tu vas te tuer. La dame, elle ne va plus au boulot. Le boulot même, c'est fini. C'est-à-dire qu'elle-même s'est considérée qu'elle ne va plus aller au boulot. Et elle a été remplacée. Donc, c'est dire que c'est une question de peur. Merci. Il faut oublier la peur et vivre positivement. Vainquons la peur. Bravo à Aélé. Mais une autre amie, Adoudé, elle n'arrive plus à sortir. Que Adoudé fasse comme Aélé. On vaincra la peur, mais on restera toujours prudent. Parce que le mal est là dans le pays. La preuve, hier, j'ai suivi à la télévision nationale les derniers chiffres. Hier, donc, le Togo a enregistré 395 cas avérés, donc 4 contaminations par rapport à la veille, et ces 4 nouveaux cas sur 528 personnes qui avaient été dépistées. Et les guérisons aussi, nous en avons eu 6 personnes nouvellement guéries, ce qui porte le total des guéris à 183 personnes. Et hier, il y avait 199 personnes qui étaient sous soins au CHR Lomé Commune et dans les autres centres aménagés à cet effet dans tout le pays. Donc le mal est là. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de rester conscient. Et c'est ce qui vous inspire à vous, Magloire, quand Flambeau écrit banalisation, relâchement, insouciance, et que le confrère Écho du pays renchérit un relâchement qui peut se révéler fatal pour nous. Bien évidemment, Sasgaou, vous êtes dans le pays, vous observez comment ça se passe dans le pays, et on ne peut jamais, en tout cas, le nier. Depuis le début, n'est-ce pas, de cette aventure-là, on a vu assez de moyens déployés, tant au niveau, n'est-ce pas, de l'État togolais, qu'au niveau des organisations, tant privées que publiques. Tout le monde s'y met, tant en ressources humaines, en ressources financières, en logistique, pour pouvoir venir à bout de la maladie. Mais on se rend compte, comme vous venez de le dire, que certes, on se réjouit qu'on enregistre au quotidien des cas guéris, mais en même temps, des cas confirmés, on en a encore. Et à ce jour, le Togo est à 395 cas confirmés, 13 décès malheureusement. Et aujourd'hui, nous sommes à 199 cas actifs. Alors que quand on voit,
quand on analyse bien les moyens engloutis dans cette lutte déjà dans le pays, on aurait cru qu'on ne serait plus, n'est-ce pas, à ces chiffres-là aujourd'hui. Et nous, à notre niveau, après avoir analysé tout ça, nous nous disons que c'est la résultante en réalité du relâchement et de l'inconscience, comme nous l'avons titré aujourd'hui. Parce qu'il suffit juste de descendre dans les quartiers de la ville pour vous rendre compte de la triste réalité. Au niveau, nous avons eu des témoignages, malheureusement chez mon ami et confrère Ambroise ici, au niveau de Sagbado et Segbe et environ, on nous a rapporté que des gens se comportent dans ces zones-là comme si la maladie en réalité ce n'est qu'une arnaque, que ce n'est pas une réalité. Les bavettes, peu de gens les portent, même ceux qui les portent, vous les verrez très souvent les mettre au bas du menton, alors que c'est encore des cas qui peuvent aggraver la situation. Et ailleurs, vous verrez encore des jeunes gens se retrouver entre eux en train de jouer du foot dans les quartiers, dans les week-ends. On ne comprend plus rien. Et nous, dans notre analyse aujourd'hui, nous nous disons, mais alors là, nous attendons beaucoup de la force antipandémique. Parce que nous avons vu que sous le premier commandement, il y a eu des bavures, on a changé le commandement et il y a eu un gain d'espoir parce qu'il y a eu un autre commandement qui est arrivé. Mais finalement, on se rend compte que le nouveau commandement aussi joue trop à l'attentiste parce que on les voit certes au niveau des feux rouges, ils font la ronde, contrôler les bavets, c'est une très bonne chose. Mais nous estimons que vu l'urgence, il va falloir y aller avec la méthode de force, c'est-à-dire descendre avec dans un peu plus de fermeté. Et votre adresse doit aller au-delà des éléments de la force spéciale, mais également il faut que nous ayons le courage d'interpeller les préfets, justement, les maires, les CVD, les CDQ, tout ce que nous comptons comme association ONG. C'est quand même la période idéale pour intensifier la sensibilisation. Hier, nous avons eu des témoignages de notre ami Eric Tanandé, qui a appelé depuis à Téticopé pour dire que les gens banalisaient totalement les mesures barrières. Un ami auditeur nous a appelé de Thierry aussi pour dire que c'est comme s'il n'y avait aucun virus. Eh bien, c'est la période d'intensifier la sensibilisation. J'ai bien aimé. À côté ici, oui. Au marché de Anukopé, à 200 mètres de nos studios. Une dame vient de me dire qu'il y a, il y a un monsieur de nationalité nigériane, Ibo, qui vend souvent dans le marché, qui dit aux gens dans le marché qu'il n'y a aucun virus. Et elle me dit même que prochainement, elle va appeler la police pour qu'on vienne prendre ce monsieur. Ça vous a dit que même à côté de Radio Canal FM, le problème persiste. En fait, au niveau du côté sud-ouest du quartier Adji Dogomé, c'est là-bas le problème se pose. Puisque les policiers n'y vont pas souvent dans la zone Carrefour Adji, jusqu'au niveau de la frontière du Ghana. Mais à notre niveau, je crois que, puisque c'est une route internationale, les policiers militaires sont tout le temps sur la route. Merci. Il y a un relâchement, tout au moins, de façon générale. Quand vous allez au marché d'Aguanivé, vous allez comprendre que là, les gens ne comprennent rien du tout. J'ai bien aimé cette exhortation de vos journaux, Écho du Pays, qui écrit « Vivons pour vaincre le nouveau coronavirus ». Et ce même journal Écho du Pays, que notre relâchement peut se révéler fatal pour nous. Banalisation, relâchement inconscient. Attention, le danger est déjà là. Le danger qui allait jusqu'à la prison civile de Lomé. D'aucuns disent qu'il y aurait jusqu'à 150 cas de contamination au sein des prisons de Lomé. Ce qui inspire la Nouvelle Tribune a écrit « Les prisons civiles à l'épreuve de la Covid-19, stratégie de riposte ». Et là, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux confrères, toutes mes excuses pour le retard. Indépendant de votre volonté. Naturellement. Bon oui, c'est ce que nous avons titré la semaine dernière. La semaine dernière, à la une de notre parution. Et on en a, enfin, il y a 2 semaines, je vais dire, puisque la semaine dernière, c'était le jour d'Ascension, on n'a pas paru, justement. Donc, on a parlé des stratégies de riposte à la prison civile de Lomé. En fait, ce qui se passe là-bas, je pense que c'est quand même inquiétant. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que les autorités pénitentiaires ont commencé à prendre conscience de la situation. Parce que au départ, on avait
parler de cette situation qui pourrait advenir. Et aujourd'hui, on apprend que oui, on a fermé les prisons civiles sur le territoire national et qu'il y a une grande campagne de dépistage par rapport au Covid-19 et qui va permettre de recenser les cas et de les prendre en charge naturellement. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est inquiétant et il va falloir qu'on puisse aller au-delà de ça et anticiper dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, parce que tout aujourd'hui est prioritaire. En matière de santé, quand on est en pandémie ou en période de crise sanitaire, tout est prioritaire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir accentuer le nombre de tests qu'il faut faire, parce que on nous a dit au début qu'on n'en avait pas les moyens, mais Dieu merci, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on n'en a plus les moyens. Il faut multiplier les tests pour qu'on puisse savoir le nombre de personnes contaminées afin de mieux les prendre en charge. Merci. Donc, avec cette encore la prise en charge, ça a un prix. D'abord, le dépistage a un prix à la charge de l'État. Le transport des cas avérés, soit pour le confinement ou pour le traitement, tout ça a un coût. Cet argent que nous aurions aimé voir utilisé dans notre système de santé traditionnel ou bien dans nos écoles, pour ne pas dire sur nos routes. Ambroise, qui crie encore pour la route de Ségbé, qui est en train de disparaître à chaque pluie, eh bien, essayons, montrons-nous disciplinons, arrêtons la Covid-19 pour que l'argent que l'État dépense pour la prise en charge soit servi dans d'autres domaines. Et ainsi, Ambroise, vous pouvez avoir l'espoir que la route de Ségbé pourra être remise en chantier. Oui, effectivement, nous en sommes tellement dépassés on est obligé de le mettre à la une de notre journal d'aujourd'hui, avec sincèrement ce cri de détresse des riverains et des usagers. La dernière fois, c'est un titan qui s'est renversé comme ça, parce qu'il y a trop de nids de papoules, de truches. Bon, heureusement, kangourou ne fait pas les œufs. Les gens souffrent, surtout ceux-là. Pour la moto, les gens tombent comme ça dans les trous et c'est des accidents. Tous les jours, il y a des pompiers qui passent là-bas. Je crois que les autorités sont conscientes de la dégradation très avancée de cette route, surtout que c'est une route internationale, une route qui relie directement à Accra, même Cotonou. Donc, il va falloir, parce qu'il y a plusieurs villages qui relient en termes de riverains la douane d'Aïdé-Gomé. C'est l'une des banlieues les plus je pense que de la même manière, le gouvernement a programmé la route de Palimé. Je crois qu'il serait intéressant que le gouvernement programme aussi cette route-là. Parce que sincèrement, ça devient un danger public. Merci. C'est une tombe ouverte. J'imagine comment le véhicule de l'homme Atichokwe souffle le martyr tous les jours. Eh bien, venons-en maintenant à nos amis, à nos frères, les policiers, les gendarmes, les militaires. Et vous allez nous dire s'ils sont auteurs de bravoure ou de bavure. Commençons avec cette information que nous venons d'avoir. 2 casques bleus togolais qui étaient dans la mission de maintien de la paix au Mali et qui sont tombés au champ d'honneur, eh bien, ils seront honorés demain à titre posthume par les Nations Unies. Autre fête, nous avons suivi depuis il y a quelques jours, la police montrait sur les médias comment une bande de braqueurs armés, apparemment, ou bien présentés comme des soldats camerounais déserteurs et qui s'entraînaient au braquage ici, cette bande a été démantelée. C'est une bonne chose, me direz-vous. Et puis, les forces de l'ordre de sécurité qui sont interpellées, Flambeau, Magloire, vous écrivez aujourd'hui, vol spectaculaire au ministère de la Défense. J'espère que c'est pas... le titre est bien réel. Bien réel parce que nous sommes dans l'évidence. Nous ne faisons pas du charlatanisme, on est bien journalisme. Voyez-vous, c'est vraiment un fait qui paraît surréaliste parce que très curieux. Il y a 3 semaines, tout le Togo est envahi par, en tout cas, l'assassinat de cet officier supérieur des forces armées togolaises. Les enquêtes sont en cours et on s'est rendu compte que juste le lendemain, c'est-à-dire le lendemain
de l'assassinat du colonel Madjoulba, il y a eu vol, n'est-ce pas, au cabinet du ministère de la Défense. Ça paraît curieux. Maintenant, nous, on a eu l'information, on a enquêté. Qu'est-ce qui a été volé? Quel est le niveau actuel de l'enquête? Quelles sont les retombées, en tout cas en termes de sécurité pour le pays? Mais tout le contenu, il est là dans l'article que nous n'allons pas vider. Nous invitons nos lecteurs à se ruer, n'est-ce pas, vers la version PDF qui est disponible et sur le 91 44 38 79 et le 96 04 69 68, bien évidemment pour acquérir notre PDF du jour pour voir ce qui s'est réellement passé. Donc un vol spectaculaire au ministère de la Défense juste au lendemain de la mort violente du colonel Madjoulba. Même à Gloire, les voleurs, ils ont du cran. Ils vont voler au ministère de la Défense. Il y a quelques années, les médias ont informé comment les voleurs sont allés jusqu'au domicile privé du chef de l'État. Une enquête n'avait pas été ça veut dire que donc, ça veut dire que les voleurs, ils ont vraiment du cran. Ce ne sont pas des voleurs ordinaires, c'est des gens qui sont peut-être dans le qui connaissent bien le milieu. Voilà, mais dans l'ensemble, comme Ambroise l'a dit, c'est pourquoi nous avons dit vol spectaculaire, parce que toi et moi, Sasgaou, on n'a pas ce courage-là même de s'inviter, n'est-ce pas, que ce soit dans les camps militaires ou au ministère de la Défense. J'en connais pas grand-chose sur le fond du dossier, mais je dis, à l'allure là, on a l'impression comme si le ver est dans le fruit, l'ennemi, il n'est peut-être pas trop loin. Mais c'est quand même curieux que des faits comme cela se passent dans ce pays. Et à cette allure, on se demande finalement si le Togolais lambda il est protégé, si les sphères de décision hautement sécurisées, en tout cas dans le contexte Pritel, sont victimes de cambriolage, de vol. Qu'en dira-t-on de la sécurité du simple concitoyen togolais? Merci. Revenons avec le confrère Ouara sur ce qui s'est passé à Vedji, San City, cette douloureuse et violente mort de ce compatriote Mohamed Ouara, qui écrit « Mort d'un laveur de véhicules à Vedji. Attention à la gâchette facile ». C'est l'exhortation de Ouara le vainqueur à l'endroit de nos amis, de nos compatriotes des corps habillés. Et puis hier, le Front citoyen Togo Debout a rencontré la presse pour dire comment cette association porte le deuil non seulement de Mohamed, mais de toutes les victimes des bavures policières et militaires. Le Front citoyen Togo Debout qui est allé déposer de façon symbolique une gerbe de fleurs à l'endroit où Mohamed avait été fauché. Flambeau qui revient sur les enquêtes impossibles. Et puis, Ambroise, votre journal The Guardian, vous avez fait un micro-trottoir que vous nous livrez. Que pensent les Togolais des bavures militaires? Oui, c'est des interviews que les Togolais de la rue, il y a plusieurs, les intellectuels, les gens de la masse, nous ont accordé par rapport à leur point de vue sur ces bavures militaires. Je crois que dans la série de cet entretien, tous pratiquement sont unanimes pour condamner cet état de fait, et beaucoup ont relevé le fait que si des militaires ont la gâchette aussi facile telle que le journal Ouara l'écrit, c'est dommageable pour le Togolais lambda qu'eux y sont, et bizarrement certains pointent du doigt directement le chef de l'État qui ne dit rien en tant que chef suprême des armées, et il y a un des interviewés qui relevait qu'il a l'impression que c'est des prisonniers de haut calibre qui ont été transformés, surtout qu'il a appris que ceux-là qui sont au niveau de l'anti-gang, c'est des prisonniers de haut calibre qui ont été transformés en soldats anti-gang. C'est pourquoi ils ont peut-être la psychopathie pour pouvoir se comporter ainsi. Pas tout le monde. Il y a des brebis galeuses au sein d'eux. Donc, moi, je me dis que le problème est partagé par tous les Togolais dans leur ensemble. Et tous ceux que nous avons interrogés ont condamné avec la dernière rigueur cet état de fait, et que les mesures soient prises d'abord par le ministre de la Sécurité qui coiffe tout cela, le ministre de la Défense aussi, le chef d'état-major des armées et les chefs corps des armées puissent se responsabiliser eux-mêmes d'abord et de veiller sur leurs troupes. Parce que
Il y a un qui a dit, il ne sait pas ce qu'on leur dit, et qui sortent, pourtant avec le fusil qui doit protéger les citoyens, ils tirent comme ça, à balles réelles sur quelqu'un qui n'a pas d'arme, ni d'arme blanche, ni d'arme de pointe. Donc, c'est ce qui est relevé dans The Guardian à travers cet échantillon de Togolais qui ont réagi par rapport aux bavures militaires. Merci. Et l'homme, on peut toujours reprocher aux policiers, gendarmes militaires les bavures, mais également il y a des actes de bravoure dont ils sont l'auteur au jour le jour. Quand nous dormons chez nous, c'est eux qui font la patrouille et qui veillent sur nous. Sous la pluie, sous le soleil, dans la poussière, ils sont là. Et ils vont jusqu'à donner de leur vie, même à l'extérieur, notamment ces 2 compatriotes tombés au Mali et qui seront honorés par les Nations Unies demain. Oui, c'est vrai, mais je pense que, comme Ambroise l'a dit, ces temps-ci, il y a eu encore trop de bavures. Et des fois, on a comme l'impression qu'au niveau même de l'autorité, c'est-à-dire du gouvernement, on a tendance à banaliser le fait, parce que vous savez, ce qui s'est passé la dernière fois avait dit, ça serait passé dans un autre pays, que ça allait dégénérer sur le plan national. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Il y a peu de choses. La preuve, aux États-Unis, il y a l'information qui circule que 4 policiers blancs qui ont tabassé à mort un citoyen américain afro-américain qui en est décédé, et la ville de Minneapolis est en ébullition depuis. Oui, parce voilà. que les populations réagissent dans cette ville contre cette bavure des policiers. Effectivement. Et donc, je crois qu'au niveau du ministère de la sécurité ou même du gouvernement, je vais parler plutôt du gouvernement, on a minimisé. Peut-être, c'est vrai qu'il y a eu un communiqué, on a dit grave incident, etc. Mais je pense que le fait, ce n'est pas un fait bénin. Parce que tirer à bout portant sur un citoyen en pleine journée, au vu, au su de tout le monde, mais quand même, c'est-à-dire que c'est pas un brigand, ce n'est pas quelqu'un qui est un malfaiteur, ce n'est pas un criminel, mais on peut tenir en respect quelqu'un, citoyen qui ne veut pas, ou bien qui refuse de respecter l'autorité publique, ou bien un gendarme, mais ce n'est pas encore dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui s'est présenté, et quand vous lisez quand vous écoutez les versions recueillies sur le terrain, vous lisez le communiqué du gouvernement, vous vous rendez compte finalement qu'on n'avait pas besoin même de tirer à bout portant sur le monsieur. Donc, c'est vrai, il y a un problème, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'expliquer. Et jusque-là, en interne, on ne nous dit rien. Le truc s'est passé, ça fait 2 semaines. Et jusque-là, on continue de faire le débat. Nous, on continue de faire le débat. Mais dans la population, qu'est-ce qui se passe au niveau même, au sein de l'opinion publique, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens pensent? Ça s'est passé, on tourne la page, la vie continue. Demain, on va assister à une autre bavure, on va crier 2 jours, 3 jours, ça va continuer. Non, il va falloir qu'à un moment donné, que le gouvernement donne des assurances que oui, effectivement, celui qui a tiré à bout portant, celui qui a fait ceci par le passé ou qui a fait ça, il mérite telle sanction et il a été puni conformément à notre code ou conformément à telle disposition légale. Et là encore, c'est vrai que ça ne va pas ramener la personne à la vie, mais il y aura un semblant, bien c'est-à-dire ça va apaiser les familles et voilà. Parce que au-delà de tout, quelqu'un qui meurt devant son fils, quelqu'un sur qui vous tirez devant son fils, je ne sais pas quelle image vous laissez à l'enfant. Est-ce que cet enfant va aimer un policier demain? Vous êtes sûr qu'il aimerait un policier ou un gendarme? Ou est-ce qu'il va vouloir devenir policier par souci de venger son père? Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Parce que les gens ont vu le fait. Mais pensez aux enfants. Les enfants, ils sont innocents aujourd'hui. C'est vrai, on a tiré sur son papa devant lui à 5 ans. Mais demain, l'enfant peut devenir autre chose à cause de cet acte commis devant lui. Et donc, si on ne répare pas cela, il faut réparer aussi. C'est au gouvernement de réparer aussi ce préjudice. Parce qu'il faut réparer le préjudice de l'enfant. Parce que ça, c'est une blessure psychologique qui est gravée. C'est très important. Oui, mais il se révèle que les pires dictateurs que l'humanité a connus, comme Adolf Hitler, comme Joseph Staline, et avaient été des enfants traumatisés qui n'avaient pas eu une enfance heureuse, et ils se sont vengés sur le compte de toute l'humanité. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut penser à ça. Vous savez, quand vous prenez l'ancien président burundais, Pierre Nkurunziza,
il ne portait pas de cravate. Vous savez pourquoi? Il a dit dans une interview à Jeune Afrique qu'on a tué son père avec une cravate. C'est-à-dire qu'on a étranglé son papa avec une cravate. Depuis ce jour, devant lui, lui, il a juré qu'il ne va plus porter de cravate. Et c'est vrai que des fois, il dit qu'il en met, mais il n'en met pas systématiquement. À moins que ce soit un événement solennel. Vous voyez, à cet âge, vous voyez tout ce qu'il a traîné jusqu'à ce niveau de responsabilité, il a dit ça. Donc, il faut que le gouvernement... On parle du truc, c'est vrai que moi, depuis quelques semaines, quand les gens en parlent ou quand le gouvernement en parle, on a comme l'impression que c'est qu'on les force à dire quelque chose. Mais quel est le modèle de citoyen que nous voulons pour notre pays demain? Si on tire à bout portant sur des individus devant leurs enfants, il faut y penser. C'est important, sauf que Pierre Nkouriza n'est pas encore ancien président du Burundi. C'est un président qui vient d'arriver à la fin de son mandat. Il est déjà. C'est un dossier intéressant pour le Burundi, mais revenons aux bavures militaires. Les bavures militaires. Quand Mohamed est mort, moi j'ai lu sur les réseaux sociaux, quand on l'a tué, il y a un rapport de police, je crois, qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui a aussi suscité des condamnations. Mais le colonel Madjoulba était assassiné avant Mohamed. La vitesse à laquelle ils ont sorti ce rapport sur comment on appelle le Mohamed, je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on devait avoir les primeurs d'une enquête sérieuse liée au décès de Madjoulba. Puisque les gens qui sont dans le Loso, à Sioux, attendent le corps de Madjoulba jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que les gens tentent quand même d'aller enterrer à la va-vite Madjoulba, ce qui ne serait pas possible. Et la diaspora a réagi, a écrit une lettre au chef de l'État qu'on a publiée aussi dans notre journal. Donc, c'est vous dire que aujourd'hui, il y a 2 poids 2 mesures selon les enquêtes. D'abord, la majorité, 99%, n'a jamais connu une suite, un résultat. Si même c'est le procureur qui ouvre ça, c'est dans les tiroirs. Si c'est le ministre de la Sécurité, c'est dans les tiroirs. À un moment donné, s'il faut même le faire, j'ai l'impression qu'on tronque les résultats de ces enquêtes. Je vais vous donner un exemple. Et on va finir par là. J'ai l'impression que mes amis policiers, il y a certains qui sont là à tronquer les enquêtes, même sur la route, quand il y a accident. On m'a arrêté, on me demande mon permis. Et j'ai dit, j'ai le permis, mais j'ai la photocopie. J'ai cherché la photocopie. Ils ont trouvé la carte grise. Je l'ai donnée. Bon, il y a un qui m'a reconnu qu'il est journaliste. Donc, comme c'est des amis, moi je leur ai donné tout. Sauf que le permis définitif était à la maison. Et il me dit, il semble qu'on t'a arrêté la dernière fois avec un autre véhicule rouge à la douane. Je dis, moi j'ai appris à connaître avec ce véhicule-là. Je sais que je savais conduire. Et je lui ai dit de circuler autour du véhicule, les écorchures qu'il y a au niveau du véhicule pour prouver que c'est mon véhicule, je n'ai jamais conduit le véhicule d'autrui. Et il dit, ah ok, qui s'est trompé. Non, c'est pour me coller une infraction. Mais quand il a vu la carte, il a vu que je suis journaliste, l'autre lui a dit que c'est un de nos amis. Comme il a vu aussi la carte grise, il a dit de partir. C'est pour dire que moi, je leur demanderai d'être objectifs et sérieux dans ce qu'ils font sur la route. Parce qu'un accident qui se produit et qui doit impliquer les assurances, peut-être 20 millions, 18 millions, il y a aussi des faux qui viennent faire des constats sur la route. J'ai déjà publié des trucs comme ça. Il y a des chefs cantons qui sont complices, certains commissaires de police qui sont complices, et on fait de faux trucs pour que certains en bénéficient au détriment de la dame et des enfants. C'est là où je voudrais en venir. Donc, vivement que le ministre de la Sécurité, qui est le patron de l'enquête de la mort de Madjoulba, puisse rapidement sortir des résultats de cette enquête. En une minute, vous savez, c'est vrai, dans ce pays, quand il s'est agi au temps fort de la crise du PNP, d'égorger des militaires, on était ici à compatir ensemble. Et nous avons tous condamné cet acte qui a consisté à égorger, vous vous rappelez des faits, des militaires en cette période de crise. Et on a vu le président de la République se déplacer jusque dans les garnisons pour prendre l'engagement que les coupables seront punis conformément à la loi. Depuis qu'il y a des bavures, on tire sur des jeunes à bout portant en pleine journée, comme dans un Far West. Et on sort des communiqués, on nous dit grave incident, et qu'on va retrouver l'auteur, alors que l'auteur a agi en visage découvert. Tout le monde l'a vu en pleine journée. Il n'a pas porté un masque. Est-ce que la vie des citoyens est moins importante que celle des forces de défense et de sécurité? Ce qui nous amène à votre titre, ma gloire, des enquêtes impossibles qui confortent les citoyens, malheureusement,
à croire que le gouvernement entretient l'impunité, alors qu'ailleurs, nous apprenons qu'en Mauritanie, dernièrement à la fête Light El-Fit, des policiers qui faisaient patrouille ont surpris des jeunes gens qu'ils ont molestés. Alors ces policiers mauritaniens ont pris les images de ces exactions et qu'ils ont publiées. L'image est arrivée jusqu'au chef de l'État et déjà mardi, ces policiers ont été radiés de la police et mis à la disposition de la justice. C'est un peu comme ça que nous souhaitons voir également notre président et nos ministres agir, n'est-ce pas, Magloire? Bien évidemment. Voyez-vous, moi, c'est ce que je dis très souvent et beaucoup aiment me poser une question, qu'est-ce que tu en sais? C'est-à-dire que moi, je le dis très souvent que Fornia Singbe, moi, je l'aime bien, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, il n'arrive pas à frapper quand il faut frapper. Ça, c'est une vérité, il faut le dire. Parce qu'un leader, c'est comme cela qu'il se démarque du lot. Moi, je me rappelle également qu'au Niger, il n'y a pas longtemps, quand des jeunes zélés, qui se disent militants, ont fait des manifestations dans le pays pour appeler le chef de l'État nigérien à briguer un nouveau mandat, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? On les a emprisonnés. Parce qu'il leur a dit, ce n'est pas votre job. La Constitution est là, je ne vais pas aller au-delà de ce que la Constitution m'autorise à faire. Et donc, moi je veux voir ces actions dans mon pays. Malheureusement, on le dit ici tout le temps, mon président me semble un peu trop mou sur ce plan. Il n'arrive pas à frapper. Et les plus grands pilleurs de ce pays, malheureusement... Présumés, les dossiers aussi, ça tarde à venir. Mais moi je dis... On les retrouve très souvent aussi dans son entourage. Beaucoup ont le manteau de militants et ça aussi, ça bloque les affaires. C'est ce qui nous a inspiré, nous, par exemple, après tout ce que nos amis ont dit, à travers notre éditorial du jour, les enquêtes impossibles, pour venir justement à ce constat amer que nous faisons, que les enquêtes n'aboutissent jamais. Mais en réalité, quand vous rentrez un peu dedans, vous verrez que très souvent, ce n'est pas parce que les enquêtes, où on manque de ressources humaines pour mener les enquêtes à bout, ou alors les pistes d'enquête manquent, ou alors que les enquêtes n'aboutissent pas. Mais très souvent, c'est parce que les enquêtes ont abouti et on s'est rendu compte que, attention, le monsieur ou la dame, il est de la maison. C'est un ami, c'est un frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on se tait là-dessus. Et ça donne l'impression à la population comme si ça n'aboutit pas. Et c'est là où nous disons, on ne construit pas une démocratie comme cela. Quand on veut faire les choses, il faut le faire en bien. Parce qu'au-delà de tout, vous verrez que un des aspects aussi qui bloque les choses, c'est que à un niveau donné, on se rend compte que les intérêts aussi se télescopent. Voyez-vous? Et chacun veut protéger son ami ou son entourage. C'est ce qui bloque les choses. On a vu plusieurs épisodes. Il y a les incendies des marchés de Lomé de Kara, les épisodes de braquage à l'aéroport de Lomé, les épisodes de l'assassinat, n'est-ce pas, de nos frères Anselme Sinandare et Douti Sinaleng. Il y a eu le cas d'Adakpame, il y a eu le cas tout récemment, quelques jours de Mohamed. Tout ça, on se dit jusqu'à quand on aura les résultats. Et quand aujourd'hui tout se passe comme, ça dit, les cas passés font croire aux gens que on peut beau espérer mais on n'aura rien. C'est ça qui frustre. Et c'est là où j'ai apprécié, n'est-ce pas, l'interpellation de la CNDH à l'endroit du gouvernement, qui en tout cas interpelle le gouvernement à faire en sorte que l'enquête aboutisse. Parce que ces manières de faire, ces manières d'obstruer les enquêtes sans résultat probant, ça fragilise le tissu social. Et on l'a dit, le petit qui a vu son papa être tué devant lui, qu'est-ce qu'il deviendra demain? On criera demain qu'on a des brigands de grands chemins et tout, mais demandons-nous quelle est la participation de chacun, la contribution de chacun à ce que nous soyons là. C'est la grande question. Plus de proactivité, une seconde, comme en Mauritanie. Ces policiers qui avaient maltraité les jeunes ont été radiés de la police, mis à la disposition de la justice, et c'est le chef de l'État mauritanien qui a veillé à ce qu'il en soit ainsi. Hier, nous partageons ces vieux constatés au Bénin. Au Bénin, où le procureur de la République de la ville de Kandi, son substitut et le commissaire de la ville ont été arrêtés, détenus depuis parce qu'ils sont
accusé d'intelligence avec les djihadistes terroristes. Et au Burkina, c'est un ancien ministre de la Défense qui a bâti une grande villa dans sa ville. Et c'est là encore une association, une organisation de la société civile qui a mené des enquêtes pour trouver que le ministre Jean-Marc Dabou n'avait pas déclaré une telle résidence à son entrée en fonction. Et on a évalué toutes ces indemnités de ministre. On a trouvé qu'avec tout ce qu'il a, il ne peut pas s'offrir une maison d'un demi-milliard. L'ancien ministre est arrêté, détenu depuis, pour démontrer. Alors que chez nous ici, même la A+IA a mené des enquêtes sur la participation du Togo aux phases finales de la CAN, sur la fameuse route Lomé-Vaughan-Enfouin. Les enquêtes dorment depuis chez le procureur de la République. Ambrose, nous aurions aimé que l'État soit vraiment à l'écoute des cris des populations. Oui, il y a un éditeur qui vient de m'écrire que le débat est au top parce qu'il est intéressé. Il est intéressé par cette histoire de bavures militaires qui se multiplient, qu'on a consacré un temps. Et d'abord, je voudrais dire que je vous ai suivi hier ici, j'ai suivi Radio France Internationale et autres médias sur le cas du Burkina et du Bénin. D'abord, je salue le président Talon. C'est vrai que je l'ai fléché ici plusieurs fois. Mais il est en train de faire un travail. Mais je défie Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne peut jamais faire ça. Ceux-là qui l'ont porté au pouvoir, il a l'impression que quand les gens l'ont porté au pouvoir, il ne peut pas les égratigner. Ce n'est pas normal. Quand vous êtes dirigeant d'un pays et qu'à un moment donné, il y a des dérives, il y a des gens qui commettent des dérives, c'est parce que les gens ont multiplié les bavures militaires à cause de l'impunité qui est devenu un mode de gouvernance au Togo. Depuis les temps immémoriaux, depuis la mort de Tavio Amorin, la mort d'Agbobli, de tout ce monde-là, il y a comme l'impression que le président est là, c'est comme si c'est ses amis qui commettent ces conneries-là, et il les regarde, il ne fait rien. Je sais de source que les militaires ou les soldats qui font ça, ils sont souvent punis. Seulement, on ne divulgue pas leur nom, on ne leur montre pas la télé. Cette fois-ci, il faut les montrer la télé. Maintenant, pour les cas du Burkina, je voudrais que Faure Gnassingbé copie ce qui est bon au Burkina et au Bénin. Ce n'est pas qu'il fait du plagiat, ce n'est pas qu'il fait, comment on appelle ça, il suit les autres. Non, ça dit ce qui est bon ailleurs, il faut copier. Le mal, c'est que les gens copient nos tests qui sont bons ici au Togo, mais en matière de pratique, nous on ne copie jamais ce qui est bon à l'extérieur. Regardez, j'ai écouté Burkina Bénin, j'étais très content. C'est ça un président de la République. Faut le faire, mais je le défie. Je sais qu'il ne peut pas le faire. La preuve, le A+A dont tu parles. C'est un machin qu'on a installé pour satisfaire Banque mondiale, RFI, comment on appelle, FMI et autres. Le reste, c'est du bifurca. Ambroise, peut-être que Faure Gnassingbé va vous démentir lorsqu'il... Je le défie. Oui, peut-être qu'il va vous démentir lorsqu'il aura formé son premier gouvernement, son prochain gouvernement, premier gouvernement de la 4e mandature. Le débat se retrouve encore dans la presse aujourd'hui. Quand le journal Voilà les vainqueurs écrit: après la brillante victoire de Faure Gnassingbé, qu'est-ce qui retarde la formation du nouveau gouvernement? Et que The Guardian, vous écrivez Ambroise, que Faure Gnassingbé se réfugie à Kara et laisse Classou patauger dans la mare d'une hypothétique reconduction. Oui, c'est un bon titre. Non, les gens ont appelé. C'est une auto-satisfaction. Non, le seul ne doit pas attendre qu'on vienne le qualifier. Ouais. D'abord, les gens ont appelé. Souvent, les titres du Guardian sont des titres qui intéressent les gens. Ça, il faut, ou bien Emmanuel, j'ai menti. Et l'homme même ne va pas démentir ça. Je vais y aller. C'est-à-dire que Classou n'a qu'à partir, c'est fini. C'est-à-dire, il faut dire la vérité aux gens. Classou a fait 5 ans. Même Humbo n'a pas fait 4 ans et demi. Qu'est-ce que Classou veut encore montrer de plus? Classou n'est pas un technicien. Ça, c'est un. De deux, la guéguerre qu'il y a eu avant que Classou n'atterrisse à la primature, ça, moi, je le sais. Et justement, est-ce que la guéguerre a fini? La guéguerre, ce qui se passe actuellement, c'est que les bœufs noirs, les boucs noirs, les boucs blancs, qui ont coïncidé avec le Ramadan, sont chers sur le marché. Tu comprends ça? Bon, et certains ministres... Il n'y a pas fait une enquête sur ça. Certains ministres confondent même... Ça y est, on confond jusqu'au jour d'aujourd'hui leur maison au couvent vaudou. Tu comprends ça aussi? C'est grave ce que vous dites là. C'est pour dire que l'heure est grave. Les gens se démerdent pour retrouver leur nom sur la liste des nominés. C'est-à-dire que la liste des gens nommés par Faure Gnassingbé pour ce prochain gouvernement. Et
Classou fait la résistance pour être reconduit. Non. Non. C'est ce que nous sommes tout en train de dire. Lui-même, il a... C'est vrai que quand nous posons le problème, beaucoup de confrères accusent le Premier ministre. Mais est-ce que c'est la faute à Classou s'il n'a pas démissionné jusqu'à ce jour? Oui, et l'homme d'abord? Bon, vous savez, je ne sais pas les relations. En fait, je ne peux pas confirmer ce que vous dites. Je ne peux pas l'infirmer aussi. Ce qu'on constate, c'est que tant qu'il y a de nouvelles élections législatives ou présidentielles, le gouvernement, en fonction, démissionne et le président de la République accepte la démission, reconduit le Premier ministre ou nomme un nouveau Premier ministre et forme un nouveau gouvernement. C'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça. Ce n'est pas une règle partout. Ce n'est pas une règle écrite, oui, mais c'est comme ça. C'est la tradition républicaine. Dans le cas dans lequel nous sommes présentement. Dans la Constitution, l'article 66. Non, l'article 66, mais c'est-à-dire que ça c'est un débat juridique. On peut en reparler, il n'y a pas de problème. C'est dans le cas où nous sommes. C'est vrai qu'on a dit qu'on est dans un état d'urgence sanitaire, etc., que le gouvernement, il y a un certain nombre de restrictions qui s'imposent et que le gouvernement, rappelez-vous de cette loi que le Parlement avait votée et qui donne aujourd'hui la possibilité au gouvernement de prendre des lois sur ordonnance. Et donc, il y a l'habilitation, oui, mais accordée par les députés au gouvernement. Oui, mais sauf que jusque-là, on ne nous a jamais parlé des tests d'application. Quels sont les tests d'application qui permettent au gouvernement de faire des lois, de prendre des lois d'habilitation? On ne les a pas, hein? Moi, je ne les ai pas encore vus, en tout cas. De toute façon, on a fait ce débat hier. On n'a pas encore connaissance d'une ordonnance ou bien d'un décret pris par le gouvernement. Nous fonctionnons plutôt sur des communiqués. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, dans ce cas, parce que quand on pose des actes juridiques, il faut être en mesure d'assumer les conséquences et d'accepter, d'expliquer. Parce que nous, tout se passe dans ce pays comme si on n'a pas le droit qu'on nous explique quelque chose. Bon, maintenant que vous êtes allé prendre aujourd'hui de la confiance du Parlement pour prendre des lois sur ordonnance, donc ça voudra dire que quoi? Logiquement, que même si le gouvernement démissionne, et comme d'habitude, parce qu'on sait que quand le gouvernement démissionne, il y a souvent le président de la République qui prend le temps de nommer un nouveau Premier ministre. Après, le gouvernement, est-ce que ça va sortir, ça ne va pas sortir? On met du temps, finalement, ça fait 1 mois. Des fois, ça fait plus d'1 mois avant qu'on ne connaisse le nouveau visage au ministère. Bon, est-ce que dans le cas d'espèce, dans l'état d'urgence sanitaire, est-ce que Monsieur le Président de la République peut accepter la démission du gouvernement aujourd'hui, reconduire ou nommer un nouveau Premier ministre et nous présenter un nouveau gouvernement aujourd'hui? Sinon, si d'ici demain, la pandémie Covid-19 prend une autre allure, quel gouvernement va prendre quelle loi sur ordonnance? Il faut voir tous ces aspects. Et donc, quand nous posions les actes d'ordonnance, jusque-là, ce qui est bon pour pouvoir aller vite, mais jusque-là, il va falloir le débat sur Classou là. C'est-à-dire que il s'agit de Classou. S'il vous plaît. Non, Classou. Puisque 5 ans, c'est déjà bon. Je pense que le problème, c'est plutôt au niveau du chef de l'État. C'est lui qui a nommé Classou. Et il peut en nommer un autre s'il le veut. Il n'a qu'à vite le faire. C'est-à-dire que, d'abord, lui-même, il a des problèmes contestés par Agboromé. Agboromé veut prendre sa place. C'est pourquoi il est allé sur le réfugié à Tara. Donc, pour finir, bon, je sais que le Premier ministre Classou, c'est le Premier ministre qui a le plus duré. 5 ans, comme Premier ministre, mais on peut faire son bilan. Et jusque-là, nous, on a, en tout cas, personnellement, au niveau de la rédaction de la Nouvelle Tribune, on a connu meilleur Premier ministre. Monsieur Selon Komi Classou. En tout cas, je ne dirais pas qu'il est un mauvais Premier ministre, mais il n'a pas été à la hauteur de la tâche. La tâche, c'est quoi? C'est de coordonner l'action gouvernementale. Jusque-là, qu'est-ce qu'on a demandé au Premier ministre? C'est de coordonner l'action gouvernementale. Et à ce stade-là, il a fait 5 ans, on n'a pas senti une certaine prise de position, une certaine influence sur l'équipe gouvernementale qu'il était censé coordonner. Et c'est vers les dernières années ou les derniers mois qu'il a pris sur lui la volonté de vendre le PND. Et partout dans tous les discours, c'est le PND. Partout dans tous les discours, si ce n'est pas le PND, c'est le climat des affaires. C'est tout. C'était les 2 éléments du bilan de Classou. PND, climat des affaires. C'est ce qu'il a conçu. Avant ça, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas de bilan. Quand on veut parler de bilan pour une primature, on a connu Humbo, on peut faire son bilan. 4 ans, on peut faire son bilan.
PPTE, etc. On peut faire le bilan de M. Humbo. On a connu avant Humbo d'autres premiers ministres, Artem Ahoume-Zounou, notamment sur plusieurs plans. Mais quand Klassou était arrivé, les 3 premières années, les 4 premières années, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas de bilan. C'est vrai, la dernière année, comme je l'ai dit, attendez quelques secondes. Mais comme la dernière année, comme je l'ai dit, le PND est présenté comme une initiative du président de la République. Effectivement, et là, ce n'est pas encore la primature, mais c'est le Premier ministre qu'on voit, parce que c'est lui, c'est le chef du gouvernement, c'est à lui de vendre. Tout le monde le vend, hein, mais c'est à lui de mieux vendre. Alors, et après, c'était le Doing Business. Donc, si on doit faire un bilan de Klassou sur 5 ans, c'est PND et Doing Business. C'est vous qui établissez ce c'est à niveau de la nouvelle bilan. Voilà. Donc, pour finir avec ce nouveau gouvernement que nous attendons, chronique de la semaine de notre cher ami Dominique qui sort dans les sous-titres aujourd'hui, les Togolais toujours dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Et déjà, des noms, des personnalités circulent comme pressentis, mais c'est tellement discret qu'on en parle, mais on ne peut pas citer, à moins que Magloire, Flambeau, vous avez des indiscrétions avérées? Non, pour le moment, oui, il y a des noms qui fusent de partout, mais bon, on attend, puisque en tout cas, celui qui aujourd'hui est mieux placé pour nous situer par rapport à tout ça. En tout cas, il y a 2 personnes. Il y a M. Fornia Singbe, il y a le Premier ministre Klassou. C'est les 2 acteurs clés, n'est-ce pas, dans ce feuilleton-là. Et quand, par rapport à ce sujet lié au Premier ministre, moi, je dis toujours, s'il y a accusé, je ne l'accuse pas, mais s'il y a accusé, j'accuserai toujours M. Klassou. Parce que les règles sont là. C'est-à-dire que c'est un principe démocratique. Quand vous êtes arrivé là où on est actuellement, parce qu'on a connu une élection présidentielle, le président de la République a prêté serment, maintenant le gouvernement doit démissionner. Et il revient au chef de l'État de l'accepter et de le reconduire ou nommer carrément un nouveau Premier ministre. Maintenant, si on nous dit qu'il y a état d'urgence, et donc lié au coronavirus, et donc il faut prolonger un peu, spécialement le mandat du gouvernement actuel jusqu'à la fin de l'état d'urgence, on comprendra. Ça, c'est encore qu'on nous l'explique. C'est ce que je dis, on comprendra, mais encore qu'on nous explique. Et c'est là où moi je dis, il me semble que chez nous ici, on ne connaît pas l'efficacité, du moins l'importance de la communication. Il suffit juste qu'on nous explique que le Premier ministre a rendu son tablier au chef de l'État, mais vu le contexte actuel, le chef de l'État a accepté, mais a décidé de reconduire l'équipe là sur un temps donné, et les Togolais comprendront. Mais quand j'entends des débats, des gens dire que est-ce que c'est ça l'urgence, j'en ris. C'est leur idée, c'est leur avis, mais moi j'en ris parce que il n'y a rien de démocratique là. Il faut juste expliquer aux Togolais pourquoi nous en sommes là. Fondateur de la République, dans une République, les citoyens ont le droit de demander des comptes, et les dirigeants ont l'obligation de rendre compte de leur gouvernance en se fondant sur les lois du pays. Il est 12h par il y a des auditeurs qui attendent aussi. Eh bien, vous allez intervenir sur le 90 77 98 18 et le 93 03 86 96 après ce clin d'œil à nos annonceurs. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Eh bien, c'est parti. Nous vous attendons. Nous vous écoutons sur le 90 77 98 18 et le 93 03 86 96 sur l'un ou l'autre sujet que nous avons débattu aujourd'hui. La technique m'annonce déjà le premier de la classe aujourd'hui. Bonjour. Oui, allô, Canal FM. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur depuis Adetikope. Depuis Adetikope. Adetikope, oui. Nous vous suivons. Je suis le plateau. Merci. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais intervenir sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est par rapport à nos agents de force de l'ordre et de défense. Je vois qu'il faut vraiment dans les doses des psychologues, parce que tout ce qu'ils font, vraiment, c'est des dérapages. Et aussi revoir, c'est un problème de formation. Alors, hiérarchie, là, il faut qu'il faut. Je présume que leur hiérarchie prend note de vos affirmations.
Oui. Le deuxième, rapidement, s'il vous plaît, c'est ça. Le deuxième aspect, bon, vous n'avez pas défendu ça, vous m'excusez. C'est par rapport à, je ne sais pas si vous avez une idée sur la rentrée scolaire. Les enfants désapprennent à la maison. Oui. Merci, bonne émission. Je vous en prie, même ma fille désapprend à la maison, alors que nous apprenons que le Burkina va renvoyer les élèves en classe d'examen à l'école le mardi prochain. Les élèves de CM2, 3e et terminale vont retourner à l'école au Burkina et nous, les parents togolais, nous continuons à regarder dans le ciel. Alors? L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Romain. Romain. Oui. Vous nous appelez de? Je vous appelle de Adoucopé. Oui. Ce n'est pas pour votre sujet, mais on a un sujet au niveau de ce peuple là. C'est ça que je voulais vous informer. Ok, allez-y. Oui, au niveau de ce peuple depuis lundi, il y a un problème là-bas, on ne comprend rien. Depuis ça fait presque 2-3 semaines, on veut matriculer nos véhicules. On ne sait pas il y a quoi, mais depuis la lévature, tout, et les policiers qui nous arrêtent, les sans plaques, alors qu'on a tout payé. Eh bien, monsieur le directeur des transports routiers et ferroviaires, qu'est-ce qui se passe dans votre sein que vous n'arrivez pas à immatriculer les véhicules des compatriotes? Vous êtes interpellé en direct. Merci l'ami. Un troisième auditeur déjà en ligne. Un petit souci qui va se régler, n'est-ce pas, Michel Tomenga et Datevi Thomas? L'auditeur est là? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Kossi depuis Agoué. Depuis Agoué. Ouais, j'aimerais intervenir en ce qui concerne la bavure des corps habillés dont vous aviez parlé. En ce qui concerne la mort de Mohamed, oui. Je n'ai jamais écouté quelqu'un dire que pourquoi un civil résiste au corps habillé. Pourquoi ils en sont arrivés là? Est-ce qu'on monte maintenant les civils contre les corps habillés ou bien qu'est-ce qu'on veut exactement? Au Togo ici, les gens voient les corps habillés à travers le régime. C'est l'erreur là. Et à qui ça profite? Quitte à vous de le savoir. Il a déjà blessé un qui a pris la fuite. L'autre, il a mis par terre. Personne ne parle de ça. Le troisième qui a tiré sur lui, après que lui n'ait reçu un caillou au front. Et toute la population là, le public était là, les badauds là. Ils ne pouvaient pas s'entendre et maîtriser ce monsieur. On en serait arrivé là. Et personne ne parle de son frère qui est dans la voiture. Son grand frère est avec lui dans la voiture. On nous parle de l'enfant de 3 ans. Après, on m'a dit, comment un homme peut être plus fort que 10 corps habillés. Où est le problème? Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de formation. Parce que la fois passée aussi, j'ai voulu intervenir, je n'ai pas pu, parce que Jacques Jacouti, il parlait que même quand eux, ils ont fait scoutisme, lui peut taper combien de militaires? Il sait où taper à quelqu'un, il va tomber là. Il peut taper combien de militaires? Il est plus fort que qui? Bien sûr, il y a eu coup de feu. D'accord, il y a eu mort d'homme. Là, nous le déplorons. Mais pourquoi ils sont arrivés là? Pour que nos frères et sœurs aussi reconnaissent qu'on t'arrête, il y a telle chose. Le gars, il est armé au là. Pop tempère. Et le problème est réglé entre vous. Merci, cher ami. Je présume que vous faites le porte-parole de nombre de nos compatriotes auditeurs. Nous passons à l'auditeur suivant. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Mathias Sabalpedo. Ah, ok, allez-y. Permettez-moi de... Parce que souvent quand on vous écoute ou on écoute certains journalistes, on a l'impression qu'ils ont particulièrement quelque chose contre le Premier ministre Classe. Parce que lorsqu'ils font leur développement, il y a un peu trop d'absolu. Le Premier ministre, on lui donne beaucoup trop d'importance. Mais qui vous dit que pour qu'il démissionne, il ne doit pas recevoir l'autorisation de celui qui l'a nommé officieusement avant de le faire officiellement. Mais qui vous... Le président de la République sait, il connaît les faits, il sait que le Premier ministre doit démissionner. Vous pensez que le Premier ministre peut se permettre comme ça de ne même pas... Non.
Le président doit être prêt pour faire son gouvernement, il doit être prêt pour nommer son premier ministre. Et il doit demander maintenant à son premier ministre, donne-moi ton état de mission. C'est pas la politique, c'est pas aussi facile comme ça. Mes chers amis, est-ce que vous comprenez l'attente de la population d'avoir un nouveau gouvernement? Moi-même, je suis impatient. Si je dois m'en prendre à quelqu'un, c'est pas au premier ministre Classou. Mais à qui? Au chef de l'État qui doit nommer son premier ministre quand il le faut. Mais le premier ministre, ça dit que, ok, on pose le problème de sa démission. Je comprends, c'est tout à fait logique, nous tous Togolais, nous espérons ça. Mais quand on se met à développer en plus, qu'est-ce qu'il a fait, il n'a rien foutu. Je dis que attention, mais là, c'est un peu trop exagéré. Quelqu'un qui a été l'un des premiers, qui est resté le plus longtemps possible. Il a fait pratiquement le 3e mandat du chef de l'État. Ça veut dire donc que le président de la République n'a rien foutu. Alors que, si vous voulez, chaque premier ministre vient en son temps. Oui. Et les circonstances dans lesquelles il est censé. On prend Hugo, il a eu son temps, il a eu son époque. On prend tous les autres. On peut retenir une chose, c'est sourd. Merci, cher ami. Aujourd'hui, le débat est varié et pluriel. Nous en sommes les premiers heureux. J'espère que ça va continuer comme ça aujourd'hui, tous les jours. Déjà, quelqu'un dans le starting block. Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Koudjo. Monsieur Koudjo. Oui, je salue sur le plateau. Pardon? Je salue sur le plateau. Nous vous saluons aussi. Ok. J'aimerais savoir si c'est au Premier ministre de démissionner dans un premier temps ou bien c'est au chef de l'État après la prestation du serment de demander au Premier ministre de demander de présenter sa lettre de démission. Seconde question. Oui. J'aimerais savoir. Oui, allez-y. La qualité n'est pas toujours des meilleures, mais Magloire, il posait quand même une question. Est-ce au Premier ministre de démissionner ou bien au chef de l'État de demander la démission de son Premier ministre au lendemain de sa prestation de serment? Là, c'est une très belle question. Et nous, en tant que journalistes, on répond par rapport à ce que les tests disent. Ce qui se fait de façon officieuse n'est pas notre affaire. Les tests disent que c'est le Premier ministre qui démissionne et que le chef de l'État accepte sa démission, qui soit le reconduit ou en tout cas nommer notre Premier ministre. C'est ce que les tests disent. Maintenant, si dans les coulisses, c'est le chef de l'État qui doit dire au Premier ministre, maintenant c'est bon, rends-moi ton tablier, mais ça c'est officieux. Ce n'est pas notre affaire. Nous, on ne lit que les tests. Et quand il y a quelque chose qui se fait, qui n'est pas conforme aux tests, on le lui dira. On le dira tous les jours. L'exigence de l'état de droit doit se faire selon nos lois. L'auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Allô, l'auditeur qui nous suit. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Armand. Armand, oui, allez-y. Ouais. Bon, j'aimerais intervenir à propos des bavures des policiers là. Je me demande, dans la spéculation routière, il est souvent dit que si toi, un policier ou un corps habillé, tu interpelles quelqu'un en chemin et qu'il refuse d'obtempérer, tu ne peux pas le poursuivre. Déjà, tu as le numéro de la voiture. Oui. Tu relèves le numéro de la voiture. Arrivé à Sotopla, vous tapez le numéro là-bas, la personne à qui appartient la voiture, vous allez le trouver, et son domicile, et là où il habite, et vous allez aller l'interpeller. Et moi, je me demande pourquoi est-ce que les gens réagissent comme s'ils ne sont pas humains. Il y a un monsieur qui vient de parler maintenant, il a fait des éloges pour les soldats. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Merci. Et là, le deuxième point. Oui, le deuxième point. Moi, je suis à Casablanca ici. On a dit les frontières sont fermées. Mais chaque soir, chaque matin, même présentement, là où je vous appelle là, les gens sont en train de passer par la frontière. Au vu aussi des forces déployées là-bas. Ils prennent de l'argent. Déployées là-bas. Comme
Togo, Ghana comme Togo. Ils prennent de l'argent aux passagers. Or que le cas, tant qu'ils ne font pas les trucs là, le cas va toujours augmenter, le truc là va toujours augmenter. Merci pour votre contribution. Et ils ont une maison dans laquelle ils font rentrer les gens et après ils les font passer un à un jusqu'à ce que tout se passe. C'est la vérité. Les soldats qui se font complices de trafiquants. Oui. Voilà, j'espère que si le ministre Yarak n'écoute pas cette émission, ses services vont lui rendre compte. C'est la vérité, ça. L'auditeur suivant, bonjour. Georges, oui. Comment allez-vous? Comme vous nous écoutez. J'ai fui la bavure policière aux États-Unis parce que j'étais souvent en circulation. Et je me suis dit que un jour, ces gens-là allaient me tuer. Pour que je rentre au pays. Et voilà, il y a des bavures policières au Togo. On se pose des questions. Il y a un auditeur qui est intervenu, il a dit que les gens doivent obtempérer, bien sûr. Mais le gars, il était seul. Il n'avait pas une arme. C'était un couteau. Ils étaient plusieurs autour de lui. On pouvait tirer sur lui quelque part pour ne pas le tuer, juste pour l'immobiliser. Ça n'a pas été fait. Quand c'est bavure, il faut qu'on dise que c'est bavure. Concernant le Premier ministre Klasso, je crois que le président lui a dit tout simplement de rester à bord pour le moment. Eh bien, qu'on nous informe officiellement. Dans une république normale, comme vous le disiez sur le plateau, il devait démissionner. Mais bon, nous sommes au Togo. Et le Togo est un pays différent. Donc, des choses ne s'étonnent pas. Si je retourne à la bavure policière, c'était en août 2017. Je ne vois pas pourquoi vous êtes étonné de ce qui se passe. Au fond de la crise du PNP à ce côté, nos policiers ont tiré sur un bœuf attaché. Et depuis là, cette image-là me hante. Je me demande comment est-ce qu'on peut tirer sur un bœuf attaché. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe dans l'armée togolaise. Merci Georges. Peut-être que le bœuf constituait une menace pour les soldats. On va terminer avec le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Allô, l'ami? Il n'est pas en ligne. Il a le privilège de clôturer la série. Oui, allez, bonjour, c'est Zoukenine. Zoukenine. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, notre ami. Je vais clôturer avec ce que venait de dire M. Georges. Parce qu'il faut aussi trouver des exemples. Le Togo, c'est le Togo, les États-Unis sont les États-Unis. C'est-à-dire, ce qui se passe au Togo, ça fait passer aux États-Unis aussi. Vous voyez, ça, c'est un premier pas. Ce qui concerne le Premier ministre. Bon, je pense que dans ce pays, on va toujours habituer à une assertion sur l'institution personnelle du chef de l'État. Lui, il n'a pas encore reçu. Pourquoi vous en prenez à lui? Passons. Pour Mohamed, l'enquête vient de commencer peut-être il y a 2 semaines. Il y a les enquêtes qui continuent depuis 1947, la Deuxième Guerre mondiale. Donc pourquoi vous vous empressez? Merci beaucoup. Je vous en prie, Zulkenine. Les auditeurs ont été variés aujourd'hui. La qualité du débat tout autant. On me signale encore l'auditeur en ligne. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi je voudrais rebondir sur la bavure des policiers. Bon, moi je pense que, tout d'abord, j'aimerais que vous me repreniez le titre de Guardian là. Parce que j'étais à bord là, je riais seulement. Le titre de Guardian là. Que vous avez... Bon, vous allez acheter le journal et vous aurez tous les titres. Ok. Bon, moi je pense que pour les policiers, il faut un recyclage. La description du job, quand on vous met en route dans une mission, il faut qu'on sache ce que vous voulez faire. Après, la méthodologie. Comment procéder à une arrestation, à une interpellation. Moi, j'ai un vu constater que je voudrais vous dire. La dernière fois, moi j'étais à Bagdad, j'ai vu un jeune policier courir donner un coup de poing à un motocycliste qui a garé à 100 mètres. Ça, vous croyez ça normal, monsieur? Ça. Donc, c'est tout ce que moi je voudrais dire. Merci. Alors, ce témoignage, quelqu'un qui nous écrit qu'il habite à Guelo-Gopé, non loin du camp de police. Et là, il y a une église baptiste à 300 mètres du camp. Et quand on a fermé les églises, le monsieur l'a transféré l'église tout simplement à son domicile. Justement. Il célèbre les cultes tous les jours de 8h à 12h.
les fidèles viennent nombreux, ils font beaucoup leur boucan, ils prient et ils cotisent pour le pasteur. C'est un témoignage qui montre encore combien nous respectons ou ne respectons pas les mesures barrières. Eh bien, merci à tous les auditeurs. Vous avez chacun 90 secondes pour revenir sur ce que un auditeur nous a dit et qui vous intéresserait. Magloire? Moi, je voudrais peut-être m'attarder un tout petit peu sur l'exemple, le témoignage de l'auditeur qui vient de parler d'une église. À Guelogopé. Mais moi, je dirais que c'est pratiquement la nouvelle donne actuellement. Les églises continuent toujours pas à ouvrir, mais en nombre restreint. C'est-à-dire que... Voilà. Moi, chaque dimanche, je vois des gens passer devant ma maison bien habillés. Naturellement, ils vont à l'église. Oui, mais c'est un nombre restreint. Et c'est là où nous, dans nos parutions d'aujourd'hui, on se dit que la force anti-pandémique, elle joue trop à l'attentisme. Parce qu'il faut descendre dans les quartiers. Il y a des choses qui se passent. Des gens continuent toujours pas à prier dans les mosquées, dans les petits mosquées des quartiers. C'est une réalité. Donc, ils font déjà du bon boulot, on les apprécie, mais il ne faudrait pas seulement se contenter des grands artères de la capitale et tout, mais il faut descendre dans les quartiers pour voir en réalité ce qui se passe. Merci. Bon, moi j'ai voulu, l'auditeur a demandé la relecture du titre, j'ai voulu profiter pour placer 2 titres, on n'en a pas parlé d'un. Prochain gouvernement et insécurité militaire. Fort se réfugier à Kara et laisse Classou patauger dans la mare d'une hypothétique reconduction. Ça, c'est pour l'auditeur. Maintenant, pour ceux-là qui veulent avoir le PDF du journal des Guardian, il y a un autre titre en bas du journal à la une. Grave accident de circulation sur la route de Kara. Faute de scanner dans nos hôpitaux, ce haut perché de la République n'a eu la vie sauve que grâce à une clinique privée. Ça, je convie les lecteurs à aller chercher à travers notre numéro le PDF pour savoir de qui il s'agit et comment ça s'est passé avant qu'il ne soit en vie aujourd'hui. Merci. Et l'homme? Bon. Beaucoup d'éditeurs sont revenus sur les bavures et la problématique de la démission ou du maintien du Premier ministre. Oui. Vous savez, par rapport aux églises, aussi, justement, c'est vrai que nous sommes en train de plaider pour une réouverture rapide des églises parce que la fermeture des églises, franchement, c'est vrai qu'il y a des choses à revoir. Il faut assainir le secteur, mais nous prions que le gouvernement trouve des dispositions pour la réouverture des lieux de culte dans le respect des mesures barrières, comme ça se fait dans certains pays d'Afrique. Le Bénin qui va réouvrir les églises et mosquées à partir du lundi prochain. Voilà, effectivement. Et à la direction des cultes, au ministère de l'administration territoriale, je souhaite beaucoup de courage et je voudrais que elle puisse redoubler d'efforts dans le contrôle systématique de ces lieux de culte qui continuent d'opérer clandestinement en défiant l'autorité publique ou les décisions officielles afin que véritablement on puisse démêler le vrai du faux. Et donc, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. On va attendre les prochains jours, les prochaines semaines pour voir ce qui va se passer, notamment sur le plan de la formation du prochain gouvernement. Merci. Eh bien, nous faisons l'ultime tour de table pour recueillir vos cartons de fin d'émission. Je rappelle que le carton, c'est sur un sujet et des personnes qui n'ont pas été abordées ce jour. Eh bien, le premier qui est prêt? Le Benjamin de la classe, Magloire? Non, je n'ai pas de carton, juste pour souhaiter en tout cas bon appétit à nos auditeurs actuellement, notamment un ami qui a suivi religieusement d'ailleurs l'émission du jour. Il s'appelle Maître Doné Sidouane depuis Kodjo Jacob. Bon appétit à lui et bonne suite de journée. Vous êtes jeune célibataire et vous saluez un homme à la fin de l'émission. C'est un ami. Ou bien un ami qui a peut-être une sœur. Pourquoi pas. Ambrose? Oui, moi je n'ai pas de carton, mais j'ai voulu lancer cette alerte à l'endroit de la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il semble qu'il y a, avec insistance, nous avons des informations selon lesquelles ils sont en train de faire une construction ou un bâtiment au niveau de la caisse. Et donc, il y a des maçons, des plombiers, des électriciens qui n'ont pas été payés depuis 3-4 mois. Donc, si elle est à l'écoute,
elle n'a qu'à rapidement se pencher sur ce dossier, parce que depuis la semaine passée, ça vient en insistance. Je suis obligé de ventiler l'alerte là, pour que les gens soient pris en charge. Merci. Merci. Donc, je n'ai pas de carton aussi. Bonne journée à Roméo depuis Tochi qui nous écoute. Et puis, bonne journée également à tous ceux qui nous écoutent du côté de la direction de l'information civique. Merci. Nous saluons particulièrement nos compatriotes Konkomba et Lamba des localités Kinasiu, Natibore, qui retrouvent la paix, la convivialité. Merci à toutes les bonnes volontés qui les y aident. Et nous rappelons cette pensée du jour du Dalai Lama. Donnez aux personnes que vous aimez des ailes pour voler, des raisons pour revenir et des racines pour rester. J'ai trouvé personnellement cela très beau. Donnons aux personnes que nous aimons des ailes pour voler, mais des raisons pour revenir et des racines pour rester avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain, vendredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.